Bienvenue dans Moteurs de Recherche, ce nouveau magazine consacré à la recherche de l'Université de Versailles 50 ans. Alors chaque mois, nous irons à la rencontre de chercheurs, de laboratoires, et vous verrez que la recherche, ce n'est pas seulement une tour d'ivoire, ce sont aussi des applications concrètes. Mais pour ce premier numéro, numéro spécial consacré à l'UFR de sciences de la santé qui vient d'être inauguré par la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce bâtiment qui regroupera évidemment les étudiants, des chercheurs, des enseignants et des laboratoires? On va en parler. Je vais tout de suite à la rencontre de Jean-Luc Vessière, le président de l'université. Jean-Luc Vessière, bonjour. Bonjour. Alors, je m'adresse d'abord au président de l'université que vous êtes. On vient d'inaugurer les bâtiments de l'UFR de sciences de la santé. Qu'est-ce que cette inauguration et qu'est-ce que ces bâtiments apportent à l'université ? Je crois en premier lieu, c'est l'aboutissement d'un processus d'intégration de l'ancienne faculté de médecine Paris-Île-de-France-Ouest au sein de notre université de Versailles 50 ans en Yvelines, puisque vous savez, elle était auparavant, il y a maintenant plus de 10 ans, rattachée à l'université Paris 5 Descartes, qu'on appelle maintenant. Donc il y a eu un processus parfois un petit peu compliqué qui s'est quelque part terminé lundi dernier lors de l'inauguration de cette nouvelle UFR qui s'appelle maintenant Simone Veil. Simone Veil, oui. Voilà, donc maintenant on a une unité de lieu puisqu'il y a un bâtiment qui est dédié à l'enseignement et qui est dédié également à la recherche sur laquelle je reviendrai. Voilà, autrement, jusqu'à présent, donc les étudiants, enfin depuis quelques années, une demi-douzaine d'années, les étudiants, par exemple de première année, étaient accueillis sur le site de Saint-Quentin, mais dans différents bâtiments, donc il fallait un petit peu jongler. Aujourd'hui, ils ont leurs bâtiments, leurs amphis, donc ça permet une meilleure gestion, des conditions meilleures d'études pour les étudiants. Également, ce qui est important, donc bien sûr aussi, il y a une partie dédiée à l'administration de l'UFR, notamment à la gestion des étudiants, c'est aussi important, avec une proximité, donc c'est aussi toujours important. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Dans un bâtiment, il y avait l'administration, dans d'autres bâtiments, il y avait les enseignements. Donc il y a une histoire qui fait qu'il y avait un éparpillement des forces de recherche, des laboratoires, dans les hôpitaux, etc., presque sur l'Île-de-France. Et donc la possibilité de ramener sur un même lieu les différentes équipes de recherche qui sont associées à l'UFR des sciences de la santé permet d'une part une meilleure visibilité. Donc je veux dire, voilà, là, à cet endroit, 50 ans en Yvelines, on a donc les forces de recherche de l'UFR. Mais au-delà de ça, au lieu de la visibilité, il y a également la puissance, la qualité de ce qui va être fait, puisqu'on regroupe sur un même lieu quelques 250 chercheurs en médecine. Donc, ce qui rend pertinent également la mise à disponibilité de plateformes technologiques en imagerie, en spectroscopie, etc., donc qui ont un sens quand il y a 250 personnes, mais qui n'ont pas de sens quand il y a 5 personnes. Parce que c'est un investissement lourd. Et je dois à ce titre remercier le Conseil général des Yvelines, la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines et également le Conseil régional pour leur aide à l'acquisition de ces plateformes. Également, le point important, quand je parle de proximité dans un même lieu, visibilité, c'est aussi les synergies qui peuvent se développer entre les chercheurs, entre équipes. Entre disciplines différentes. Voilà, donc on peut développer, mettre en œuvre de nouveaux projets, utiliser les plateformes, les outils pour faire, on va dire, de la meilleure recherche, de la recherche qui sera plus visible au niveau international, donc qui peut-être nous aidera à améliorer notre positionnement dans le classement de Shanghai. On va reparler peut-être un peu des enjeux de recherche au sein de ce bâtiment, mais je vous propose d'abord de le visiter en compagnie de son architecte Michel Raymond. La faculté de médecine de Saint-Quentin-en-Yvelines est un bâtiment qui est une partie de l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est construite dans la ville. C'est un campus intégré à la ville et cet îlot qu'on a construit pour la faculté de médecine qui regroupe l'enseignement et la recherche est un îlot urbain qui est à la fois orienté de deux manières. Moi j'aime beaucoup parler d'architecture orientée. Là on est orienté de deux manières. Orienté d'abord autour de l'entrée qui est monumentale pour identifier un bâtiment public dans la ville et aussi orienté par rapport aux éléments climatiques on va dire. Donc orienté par rapport au sud, et chaque façade a sa propre manière de gérer les apports solaires, à la fois pour éviter les déperditions et en même temps pour contrôler les apports énergétiques qui pourraient polluer la vie intérieure.
Nous sommes maintenant dans le patio de cette faculté de médecine, donc un îlot urbain et à l'intérieur un patio qui est l'intérieur de l'îlot, qui est un espace plus destiné aux étudiants. Le bâtiment est lui-même composé donc de 2 grandes entités. Une entité enseignement qui est faite pour à peu près 1000 étudiants et qui fait les 2 niveaux bas. Et toute la recherche qui est au-dessus, 3 niveaux de recherche, 3 niveaux et demi de recherche. 2 niveaux qui sont faits pour travailler ensemble et qui sont en même temps conçus pour pouvoir vivre en autonomie complète. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout les mêmes flux, pas forcément toujours les mêmes utilisateurs. Il y a les grands flux des étudiants de première, deuxième année dans les niveaux bas, qui sont a priori pas destinés à aller dans les étages. Les enseignants, eux, sont des chercheurs et vont un peu dans les étages. Et cet assemblage de 2 entités qui sont indispensables pour fabriquer une fac de médecine qui fonctionne bien, mais en même temps qui doivent avoir leur tranquillité ou leur commodité respective, c'était la particularité de ce projet dans leur assemblage. Alors Jean-Luc Vessière, vous le disiez, il y a une des spécificités de cette UFR, c'est qu'il y a les laboratoires, les centres de recherche qui sont intégrés à cette université. C'est très nouveau d'ailleurs au plan français, hein, parce que généralement, c'est vrai que les universités de médecine sont dans des CHU. Effectivement, il y a quelques axes forts dans ce bâtiment, si je puis dire, en termes de recherche. Donc, notamment sur l'épidémiologie, il faut citer à ce propos le fait que notre UFR, notre université, est porteur de cohortes importantes, de cohortes, c'est-à-dire c'est des cohortes de population, d'individus qu'on suit par rapport à leur problématique de santé. Donc, il y a un thème très fort, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie ou santé publique, donc qui va avoir sa visibilité dans le nouveau bâtiment. Alors, ce qui est également intéressant, c'est que cette thématique d'épidémiologie, bon, c'était peut-être un peu perceptible dans mon propos, c'est que c'est l'occasion d'avoir des interactions avec d'autres disciplines. C'est aussi en lien avec une autre préoccupation que nous avons dans une autre discipline, c'est les problématiques d'environnement, de changement climatique. C'est très important. Voilà, donc il y a des liens qui sont à faire, qui sont à développer entre donc, notre observatoire de Versailles 50 ans en Yvelines et donc l'UFR des sciences de la santé pour développer des programmes communs sur les problématiques d'environnement et de santé. Voilà. Et ensuite, si je peux continuer sur l'autre cohorte à iChère, donc qui s'intéresse aux étudiants. Donc ça, c'est l'opportunité de développer des projets communs avec nos laboratoires de sciences sociales, notamment de sociologie, pour étudier donc, la population étudiante. Et je pense que c'est une des forces de notre université qu'on dit pluridisciplinaire. Non seulement on l'a définie comme pluridisciplinaire, mais après, elle fait des choses effectivement pluri- ou interdisciplinaires. Si on veut jouer sur les mots, c'est-à-dire qu'on permet de monter des programmes avec d'interface entre des chercheurs de sciences sociales, de médecine, de sciences entre guillemets dures. Donc là, c'est vraiment une opportunité, une force pour notre université de pouvoir développer des formations, des thèmes de recherche innovants qui ne peuvent pas être faits dans d'autres grands universitaires moins pluridisciplinaires. On pourrait dire que c'est un des axes forts de cette université, la recherche, au fond. Oui, je pense qu'il faut bien, c'est mon discours permanent, de dire que nous sommes une université de recherche. Alors voilà, une université de recherche avec des points forts dans certaines disciplines, donc, qui ont une visibilité donc, non seulement nationale, mais voire internationale. Et je crois que c'est important pour une université de s'appuyer sur la recherche. Alors, on n'est pas une université simplement territoriale qui accueille les étudiants pour la licence et après ils vont à Paris ou à Orsay. Non, là, on peut tout faire là. Hein. Voilà, donc après, voilà, évidemment, on ne peut pas nous tout offrir aujourd'hui, toute l'offre de formation possible. Donc, il y a des étudiants qui aillent à Nanterre, à la Sorbonne, à Paris-Sud, ce n'est pas un problème. Nous, ce qu'on cultive, c'est notre différence, nos spécificités, et en termes de recherche et ensuite de formation, c'est-à-dire qu'on est capable d'offrir une formation de haut niveau sur certains secteurs. Donc. Merci beaucoup Jean-Luc Vessière. On se retrouvera tout à l'heure pour parler des liens entre l'université et le territoire, parce que ça aussi c'est très important, mais on va entrer plus concrètement encore dans les axes de recherche de cette UFR de sciences de la santé avec son doyen Djilali Hanan. Djilali Hanan, bonjour, vous êtes donc le doyen de la faculté de médecine.
Depuis 2010, on a changé le terme faculté de médecine pour faculté des sciences de la santé pour marquer notre volonté de décloisonner les formations en santé et de nous ouvrir aux autres formations en santé, j'entends, aux infirmières, aux kinés, aux ergothérapeutes et encore à bien d'autres. Pourquoi? C'est important? C'est important parce qu'on forme des professionnels dont la finalité commune, c'est de s'occuper des patients. Donc quand ils exercent leur métier, ils sont tous ensemble autour du patient. Et si on ne commence pas par les former ensemble, eh bien on voit bien qu'on va avoir des équipes moins bien soudées, qui travailleront mieux si on les forme ensemble. C'est une volonté qui a lieu dans toute la France ou qui est plus spécifique à l'université de Versailles-Saint-Quentin? On peut dire qu'on est la première université dont la faculté de médecine a opté pour faculté des sciences de la santé. Et donc on est vraiment les premiers à être passés à l'acte. Alors, les nouveaux locaux ont été inaugurés il y a quelques jours. Bon, c'est grand, hein, évidemment, mais vous n'avez pas voulu non plus quelque chose de totalement immense. Hein. Il y a comme ça aujourd'hui une mode d'aller vers le plus grand, le plus beau, le plus gros. Vous dites c'est pas ça qu'il faut? Non, c'est pas ça qu'il faut, parce que d'abord la façon d'enseigner a changé. Maintenant, on a davantage recours aux méthodes, à la e-santé et aux méthodes électroniques de communication et de formation. Donc on a de moins en moins besoin de très grands amphis. Et puis surtout, on voulait être au cœur de la ville. On voulait se placer au cœur de la ville, on voulait se fondre dans la ville pour essayer de redonner un petit peu son rôle sociétal à notre faculté de médecine. Oui, c'est vrai qu'il y a toute une tendance avec les CHU à excentrer un peu les universités, enfin les facultés de médecine. Ah ben, avec, en 1958, la grande loi de Bray, créant les CHU, il y a eu effectivement la mise en place de temples de formation des médecins, les CHU, et pendant donc plus d'un demi-siècle, la formation des futurs professionnels de santé était l'exclusivité de ces temps. Oui. Ah. Et là, vous avez voulu autre chose, donc reconquérir voilà, l'espace de la ville. Pourquoi c'est bien d'être au milieu de la ville, justement? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis profondément convaincu que si on forme les médecins au cœur de la ville, et en particulier si on s'éloigne un petit peu des grandes villes, des grandes agglomérations, eh bien on va redonner de l'attrait aux futurs médecins pour s'installer dans des zones qui sont en dehors des grandes villes. Et puis, deuxièmement, l'image de la médecine, l'image des médecins au sein de la société a été beaucoup altérée ces dernières décennies. Et donc, il y avait une certaine volonté de se replacer au cœur de la ville, parmi les citoyens, d'avoir une faculté ouverte sur la ville pour renouer un petit peu entre les futurs médecins, les étudiants en médecine, les étudiants en santé en général et la population. Alors, le nombre d'étudiants qui va avoir accès à ces nouveaux locaux, alors, en médecine, c'est quoi, à peu près 2000 étudiants? Voilà, à peu près 2200 étudiants, dont la grosse moitié en première année, et le reste dans les deux autres cycles. Après, c'est quand même un peu, effectivement, avec le numerus clausus. Si on prend tout l'UFR des sciences de la santé, ça fait combien d'étudiants? Pas loin de 5000 étudiants. Pas loin de 5000 étudiants. Si on prend en compte les étudiants en santé, notamment des professions paramédicales, avec les différentes écoles avec lesquelles nous avons passé une convention. Et quoi, 250 à peu près enseignants et chercheurs? À peu près 250 enseignants et chercheurs, dont un peu plus de la moitié titulaires. D'accord. Alors, la grande spécificité, puisque vous parliez tout à l'heure, c'est vrai que l'habitude, c'est que les facultés de médecine soient dans les CHU. Là, ce n'est pas dans un CHU, mais il y a une nouveauté, c'est la création de laboratoires qui vont être tout à fait liés à cette nouvelle faculté. Absolument. On peut schématiquement dire que dans ces nouveaux bâtiments, la moitié des surfaces est liée à la formation, à l'enseignement. L'autre moitié est liée est destinée aux chercheurs, est destinée à la recherche, au laboratoire de recherche. Et là encore, c'est un peu une petite nouveauté de mettre des laboratoires de médecine au cœur de la ville, en face d'un centre commercial. C'est un côté un peu peut-être provocateur, mais surtout ça replace encore une fois au cœur de notre société cette recherche médicale qui est très importante. Alors, quels vont être les grands laboratoires? Deux grandes fédérations. Une fédération dite de santé publique, donc de chercheurs, un peu plus d'une centaine de chercheurs, dont la finalité est d'étudier les populations, d'étudier la santé des populations, bien évidemment. Alors, il y a une grande opération là-dessus, hein? Il y a une grande cohorte qui est la cohorte Constance,
qui est une cohorte qui est financée dans le cadre des investissements d'avenir et qui a pour finalité de suivre pendant une dizaine d'années un peu plus de 200 000 personnes tirées au sort parmi les assurés sociaux. Alors ça, c'est un des grands laboratoires. Les autres, c'est quoi? Alors les autres, ce sont des laboratoires qui vont être plus dans la dimension préclinique, de la recherche dite expérimentale, et avec comme fil rouge conducteur l'établissement des mécanismes par lesquels l'hôte, nous défendons vis-à-vis des agressions extérieures, qu'elles soient affectieuses. Notamment de l'environnement aussi. De l'environnement toxique, les polluants de l'air, absolument. Et donc avec cette originalité d'avoir sur le même site géographique des chercheurs en épidémiologie, santé des populations et des chercheurs fondamentaux qui vont pouvoir interagir entre eux et se partager leurs connaissances pour faire émerger des nouveautés. Les pôles de recherche, alors ils correspondent à ces laboratoires? Absolument. Donc le pôle de recherche en santé publique ou la fédération RISE, à peu près une centaine de chercheurs, et puis le pôle de recherche ou fédération F2B pour biotechnologie, qui elle comporte aussi un peu plus d'une centaine de chercheurs. Vous disiez tout à l'heure, voilà, que ce que vous avez voulu, c'est que cette formation se fasse au cœur de la cité. Ça veut dire qu'il y a des médecins qui exercent dans ces villes. Ça veut dire qu'il y aura des liens aussi avec les praticiens? Absolument. Déjà parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour qu'ils puissent nous aider à former les futurs médecins. Si l'on veut que nos étudiants soient formés au plus près de leurs conditions d'exercice, ça veut dire qu'il faut qu'ils puissent aller voir ce qui se passe dans les cabinets de ville. Donc on a besoin des praticiens de ville pour qu'ils acceptent d'accueillir nos étudiants dans leur cabinet. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a même un titre qui leur est réservé, qui leur est consacré, qui est celui de maître de stage. Donc ils seront associés à l'enseignement et à la formation des médecins. Et je voudrais les remercier là, parce qu'on est l'une des quelques facultés de France à pouvoir aujourd'hui garantir, grâce à ces praticiens maîtres de stage, que la totalité de nos étudiants du deuxième cycle sont capables et ont accès à un stage en cabinet de ville. Alors un mot peut-être quand même sur le nom de cette UFR, UFR Simone Veil, qui est d'ailleurs venue à l'inauguration. Pourquoi avoir choisi Simone Veil comme emblème de cette faculté? D'abord, c'est l'usage pour une faculté de médecine, de sciences de la santé, de s'associer à un nom. Et donc on a réfléchi aux personnalités dont l'action, dont les actes avait particulièrement marqué et transformé la santé des Français. Et puis finalement a été évoqué le nom de Simone Veil, du fait de sa contribution extrêmement importante au travers de la loi sur l'IVG, sur l'interruption volontaire de grossesse, qui très clairement a modifié de façon radicale la santé des Français et des Françaises. Et lorsque ce nom a été évoqué pour la première fois, il a immédiatement reçu l'unanimité de tout le monde, de toute la collectivité, de toute la communauté scientifique, effaçant presque magiquement des noms d'illustres prix Nobel et autres. Et donc, quand ensuite nous avions proposé au président de l'université d'associer le nom de Madame Veil, son accord, là encore, fut immédiat, le vote du conseil d'administration de l'université unanime, et il n'est pas nécessaire de dire que les collectivités territoriales ont également accueilli avec bonheur que nous appelions cette faculté Simone Veil. Merci beaucoup, Djali Nannal. Alors, vous parliez il y a quelques instants des chercheurs, des laboratoires. Je vous propose d'aller à la rencontre, justement, de ces chercheurs dans leur laboratoire. Vous êtes ici au sein d'une des plateformes technologiques qui est présente dans ce bâtiment de recherche de l'UFR des sciences de la santé, ici à Montigny-le-Bretonneux. En fait, nous avons 5 grandes plateformes technologiques. Et la question, c'est à quoi servent des plateformes technologiques? Alors, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les technologies de recherche sont telles
qu'on n'a plus les moyens au sein d'une équipe de pouvoir se permettre de travailler ou d'avoir l'argent suffisant pour approcher, en fonction des différentes technologies dont on a besoin, tous les systèmes. Donc les plateformes technologiques, en fait, c'est clairement la réunion, la mise en commun de moyens par les différentes équipes de recherche. Donc ici, nous sommes 14 équipes de recherche, donc très, très important. La mise en commun de ces moyens pour pouvoir aborder les meilleures conditions, aux meilleurs moyens, avec des outils, vous allez le voir tout à l'heure, de très haute technologie. Aujourd'hui, ça a été notre volonté, c'est d'aller vers ce qui se fait de mieux au jour d'aujourd'hui, que ce soit dans la spectrométrie de masse, que ce soit dans les animaleries, que ce soit dans l'imagerie. Tout ça, donc, au sein de ce bâtiment, et apporter aux chercheurs en fait, ce qui se fait de mieux actuellement. C'est intéressant de se ramener presque sur ce qui se fait un peu à la télé quand on voit les experts travailler sur des spectromètres et choses comme ça. En fait, c'est ce qu'on fait ici aussi. En tout cas, c'est la capacité qu'on a. Et pour imager, en gros, à partir d'un cheveu, on peut essayer de savoir si la personne a été empoisonnée, si elle a été intoxiquée par des métaux lourds, si tout ce qu'elle a pu, mettons, avoir comme métabolite ou comme substance au cours des dernières années. Donc tout ça, c'est des choses, on l'imagine bien, à partir de 1 ou 2 cheveux qui nécessitent des détections extrêmement sensibles, extrêmement puissantes. Et donc là, il a fallu se mettre en commun pour avoir suffisamment de moyens pour aborder toutes ces technologies. Alors, concernant la plateforme d'imagerie, qui est un excellent exemple ici, c'est qu'on a un ensemble de machines, donc de très haute technologie, comme celle-ci, qui nous permettent de travailler jusqu'à 17 couleurs différentes simultanément. C'est à peu près unique aujourd'hui dans le monde, ce qui est à peu près faisable. Et finalement, c'est assez facile d'utilisation. Et juste pour vous montrer, vous voyez, vous prenez votre tube dans lequel se trouvent les cellules, vous le mettez ici, vous attendez que la machine analyse, elle analyse jusqu'à 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 cellules à la minute, c'est absolument extraordinaire. Et ensuite, vous allez regarder à peu près l'image. Et ce que vous avez ici, c'est l'ensemble des cellules du sang. Et sur ces cellules du sang, on a mis des marqueurs avec des fluorescences différentes. Et ça nous permet de caractériser non seulement les différentes populations du sang, ce qu'on savait déjà faire, mais au sein de chaque population, ici, on a des couleurs différentes. C'est-à-dire que vraiment, pousser le système de caractérisation cellulaire jusqu'à l'extrait, et on peut même essayer de voir ce qu'il y a dans la cellule. Donc au jour d'aujourd'hui, ça sert pour la recherche fondamentale, bien entendu, mais aussi avec des applications directes dans la clinique. Et c'est un des objectifs ici de ce bâtiment, c'est d'être en lien direct avec l'hôpital et avec la recherche clinique. C'est des choses extrêmement importantes pour nous. Je vais vous présenter l'ImageStream, qu'on traduira par flot d'images. C'est un équipement unique en Europe. Cette machine est un intermédiaire entre le cytomètre que vous a présenté Gilles précédemment et la microscopie. On a la possibilité de visualiser en live chaque cellule individuellement et d'y associer donc une image comprenant son image en lumière blanche et ainsi que des images en fluorescence. Cet équipement permet l'analyse d'environ 10 000 cellules minutes, donc, qui est très clairement moindre que ce qu'on pourrait avoir sur un cytomètre standard, mais par contre permet d'aller porter l'analyse sur des critères de morphologie au travers de son analyse d'image. Une fois l'analyse réalisée, la grosse partie du travail correspond à l'analyse des résultats. Ici, je vous présente une expérience assez standard où les cellules ont été distinguées en plusieurs populations, plus particulièrement des cellules en train de mourir ou en parfaite santé. Si je sélectionne les cellules saines, hop, directement, je vois apparaître ma population de ces cellules saines. Et c'est extrêmement puissant et en même temps rassurant de pouvoir associer une image à un cytogramme standard. Là, on vient de voir 2 types d'exemples où on fait vraiment du haut débit, où on regarde des milliers de cellules simultanément.
Et là, dernièrement, nous venons d'acquérir un nouveau microscope, c'est le premier en France, qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la résolution de la caractérisation cellulaire. Guillaume, qui est en thèse à l'Institut, va vous montrer un exemple. Ce que vous voyez ici, on essaie de caractériser les cellules cancéreuses au sein de cellules normales. Et vous voyez qu'en faisant jouer donc, avec la machine, on voit apparaître en rouge très, très fort ces cellules en train de proliférer beaucoup plus vite que les autres. Donc on vient de voir tout un ensemble d'équipements, mais 2013 va encore être une année d'acquisition, une année d'augmentation en capacité de nos plateformes. C'est l'acquisition d'un appareil qui va nous permettre de séparer ces cellules des autres, ce qu'on appelle un trieur de cellules. Donc on pourra travailler sur 9 couleurs différentes pour aller chercher chaque type cellulaire, le mettre à part et le cultiver pour refaire de nouvelles études. C'est un des exemples majeurs de nouvelles acquisitions pour 2013. Ces plateformes, elles ne sont pas que pour les chercheurs de ce bâtiment. C'est des plateformes qui sont ouvertes, c'est des plateformes de service. Donc l'ensemble des partenaires académiques et bien entendu des partenaires privés, pour nous, c'est une vocation de nous ouvrir à eux et de les aider à progresser, à aller vers des technologies qu'ils ne peuvent pas acquérir ou qu'ils ne maîtrisent pas et que nous avons ici dans ce bâtiment, grâce à l'ensemble des collectivités locales qui nous entourent, pu acquérir et développer. Je suis à Paris, à l'Institut Pasteur, et je vais rencontrer Didier Guillemot qui enseigne à l'UFR de Versailles-Saint-Quentin et qui est aussi chercheur en épidémiologie, en maladies infectieuses, ici à Pasteur et aussi sur le site de Saint-Quentin. Didier Guillemot, bonjour. On est dans votre bureau de l'Institut Pasteur. Vous enseignez l'épidémiologie à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes chercheur, vous êtes spécialiste d'épidémiologie et de maladies infectieuses. Et alors vous aurez un laboratoire qui est ici, un autre laboratoire qui sera à Saint-Quentin. Il y a une équipe de recherche qui travaille à Saint-Quentin, qui est actuellement localisée sur le site de l'hôpital de Garches, Raymond Poincaré. Et nous avons déjà déménagé au sein du bâtiment du FR qui se trouve à Saint-Quentin. Ce qui est une vraie spécificité à Versailles, c'est la direction ou l'importance accordée au développement de la recherche épidémiologique. Alors ça, c'est quelque chose d'assez unique. Il y a évidemment d'autres sites en Île-de-France, mais qu'une université dise on veut développer de la recherche épidémiologique et en partant de rien ou de pas grand-chose, eh bien ça c'est tout à fait nouveau. Alors, quels seront les moyens de ce développement? On parle beaucoup d'une cohorte avec des étudiants, 3000 étudiants, je crois, qui va être mise en place. Ça va être un des moyens de recherche formidables pour vous. Absolument. C'est-à-dire que nous, notre activité de recherche porte sur ce qu'on appelle l'échappement aux anti-infectieux. Et en 2 mots, sur la résistance bactérienne aux antibiotiques et l'échappement aux vaccins. Dans ce cadre-là, on développe un programme de recherche qui est centré sur le vaccin contre les human papillomavirus. Vous savez, ces virus qui sont responsables du cancer du col chez les femmes et aussi de certains cancers chez les hommes. On appuiera ce programme sur une cohorte dont on est co-investigateur, qui est une cohorte qui est la cohorte iShare, qui est une cohorte d'étudiants et qui vise à suivre plus de 30 000 étudiants, 30 000 étudiants sur 10 ans, et dont les 2 partenaires principaux porteurs sont l'Université de Versailles et l'Université de Bordeaux. Les pilotes de la cohorte vont probablement commencer au printemps 2013 et nous, sur Versailles, nous allons très vraisemblablement commencer à la rentrée universitaire 2013. La cohorte va exister en elle-même. Il y a d'autres axes à la cohorte, c'est-à-dire qu'il y a un axe maladies infectieuses, notamment sexuellement transmissibles. Il y a des axes autour de la migraine et du fonctionnement vasculaire cérébral, des axes autour de la santé psychologique des étudiants aussi. Et comment vous répartissez alors les domaines de recherche entre Pasteur et Saint-Quentin? Ce sont les mêmes. C'est l'unité de recherche, le groupe de recherche que je dirige s'appelle pharmacoépidémiologie et maladies infectieuses. On travaille sur des thématiques qui sont bien identifiées, qui sont évaluées par les instances d'évaluation de la recherche, par l'Institut Pasteur, par Versailles, et ce sont évidemment les mêmes questions de recherche qu'on se pose. Pour l'enseignant et le chercheur que vous êtes, c'est un programme assez excitant, je suppose.
Ah, c'est absolument emballant, si je puis dire. Oui, c'est tout à fait emballant. Oui. On va travailler sur des questions, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, sur Human Papillomavirus, c'est des questions qui ont à voir avec les interactions au niveau populationnel entre les différents génotypes de virus qui circulent dans les populations d'étudiants, pas que d'étudiants. Voilà. Et puis on a aussi un autre programme qui est plus centré sur un programme un peu appliqué de santé publique, qui va porter sur une autre maladie sexuellement transmissible qui est les chlamydia, enfin les infections à chlamydia. Et là où on va tenter de répondre à des questions autour de l'intérêt du dépistage pour la diminution des infections génitales hautes et de la santé reproductive des jeunes femmes. Très bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Merci Didier Guillemot. Joël Ancry, bonjour. Vous êtes le directeur du laboratoire Santé, Environnement, Vieillissement. Donc c'est un des laboratoires de recherche qui est au sein de cette université, de cette faculté. En réalité, vous avez 3 fonctions. Une fonction hospitalière, et une fonction d'enseignement et une fonction de recherche. La fonction hospitalière, d'ailleurs, elle n'a pas lieu ici. Non, la fonction hospitalière a lieu à l'hôpital. Et pour moi, me concernant, c'est l'hôpital Sainte-Périne à Paris. C'est un hôpital d'assistance publique. Alors ici, vous avez 2 autres fonctions, l'enseignement et la recherche. Alors l'enseignement, c'est la santé publique? La santé publique au sein de cette université, aussi bien dans le cursus des études médicales et dans les diplômes de master. Un master de santé publique en particulier. Et votre laboratoire est ici? Ici au premier étage. C'est un laboratoire, comme vous l'avez dit, c'est santé, environnement, vieillissement. C'est un laboratoire de santé publique, d'épidémiologie, qui est tourné vers les thématiques autour des déterminants à la fois extrinsèques et intrinsèques du vieillissement, avec un certain nombre de grosses thématiques autour de l'organisation des soins auprès des personnes âgées, l'évaluation de cette organisation, évaluation des actions également de prévention, l'épidémiologie clinique des problèmes de santé des personnes âgées, et enfin, rejoignant une des grandes thématiques de notre université, c'est autour de l'environnement, les effets de l'environnement physique, climat, pollution et de la santé des populations âgées. Et puis l'autre chose que je voulais vous dire, c'est à propos de l'insertion dans la ville, c'est qu'une des thématiques aussi chez nous, c'est de l'organisation des systèmes d'aide et de soins aux populations âgées. Et quand on est au sein de la ville, c'est aussi de pouvoir travailler avec ce qui existe, la population et de pouvoir essayer, par exemple, ce qui a été fait dans d'autres endroits, mais sur des réseaux gérontologiques, ce sont des organismes qui sont hors hospitaliers et pour lesquels on a besoin d'évaluer, de faire des recherches pour mieux préciser les choses et faire en sorte qu'on apporte finalement un meilleur service à la population que l'on sert. Alors, l'un des axes, on en parlait il y a quelques instants, c'est de l'environnement. On sait maintenant qu'il y a une influence très forte de l'environnement sur la santé? Alors, il y a une influence sur la santé, c'est clair, au niveau de la pollution en particulier. On connaît moins bien sur les effets sur les personnes âgées. Et c'est un petit peu notre axe nouveau de recherche depuis qu'on a rejoint l'Université de Versailles-Saint-Quentin et d'essayer de développer cette action-là pour mieux comprendre ce qui se passe entre l'ozone, entre un certain nombre de polluants qui peuvent agir. Bien sûr, il y a les conditions climatiques qui interviennent. On a beaucoup parlé malheureusement de la canicule de 2003 avec ces milliers de morts et en particulier de personnes âgées. Mais il y a aussi les grands froids qui peuvent agir aussi. Donc il y a toute une série de travaux que nous menons, de facteurs climatiques et de travaux que nous menons au niveau des populations hospitalisées ou non hospitalisées pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Le fait que, c'est assez nouveau, il faut que des laboratoires de recherche soient au même endroit que là où a lieu l'enseignement. Ça dépend un petit peu des lieux, mais c'est vraiment un élément très positif, de pouvoir être à la fois là près de nos étudiants, j'allais dire, traditionnels, les étudiants en médecine qui viennent ici à la fac, mais aussi les autres professions pour lesquelles nous enseignons également la santé publique. Oui, puisque il y a aussi les sciences de la santé. Donc, avec les professions paramédicales, je pense aux infirmières, mais aussi aux sages-femmes, qui sont une profession médicale, et également nos étudiants, nos doctorants, c'est-à-dire les étudiants qui sont en thèse de sciences et qui poursuivent leurs recherches au sein du laboratoire. Un mot peut-être aussi sur la prévention, parce que c'est aussi un des axes de vos recherches. Tout à fait. Notre recherche se base aussi sur l'évaluation des actions de prévention.
Il faut toujours quand même prouver que nos actions de prévention ont un rôle. Servent à quelque chose. Servent à quelque chose, et puis ils ont toujours un coût. Et puis par rapport à ce coût, de pouvoir... Et en particulier, on travaille sur la prévention des chutes, et qui sont un phénomène important dans la population âgée, et facteurs de risque, de mortalité, de morbidité importante, et à travers des choses simples, comme l'exercice physique, par exemple. Parce que l'exercice physique, c'est tout bête, mais de prouver que l'exercice physique est quelque chose... Disons que on s'en doute, bien entendu, un certain nombre d'éléments un peu plus construits nous permettent de répondre à la question et de dire que l'intérêt de l'exercice physique sur la prévention des chutes et donc de pouvoir développer au sein d'un territoire, au sein d'une cité, des mesures de prévention en faire en sorte que les personnes âgées puissent participer à des activités physiques et derrière ça, de prévenir le risque de chute. Il y a aussi un projet alors, qui va peut-être voir le jour, c'est pas encore, ce sont les maisons de santé territoriales. Alors, les maisons de santé universitaires oui. Territorialisées, en effet, sont un projet de notre... Must exactement, c'est le must de l'UFR des sciences de la santé. Et c'est un projet très très intéressant parce que c'est un projet innovant, c'est un projet qui va permettre de pouvoir former nos professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou non médecins, dans ces établissements, dans ces maisons-là. Et ça sort un peu, bien entendu, de l'hôpital, mais aussi de pouvoir travailler. Et là encore, j'espère qu'on pourra avancer sur le territoire en matière de santé publique et de pouvoir aider un certain nombre de programmes de recherche avec les professionnels qui seront dans ces musts. Merci infiniment. Puisque justement vous parlez des liens de l'UFR avec le territoire, on va continuer sur cette thématique avec Jean-Luc Vessière et Robert Cadalbert. Jean-Luc Vessière, on se retrouve pour parler justement des liens de l'université avec le territoire. On le disait tout à l'heure, hein, vous avez voulu que cette UFR soit au centre de la ville, donc à la portée, à la vision de tous. C'est pour bien marquer aussi ce lien avec le territoire. Il y a un projet intéressant à ce niveau-là entre l'université et puis la communauté d'agglomération, on va dire. Hein. Donc qui est une sorte de fusion, enfin c'est un peu une image, dire qu'il y a, voilà, ça fait un tout. Il y a la ville, l'université, l'université qui est ouverte sur la ville, à la ville. Donc on commence à organiser des conférences qui accueillent les citoyens, les habitants de la communauté d'agglomération, et avec l'université qui est un acteur donc, du développement bien sûr économique, culturel, social du territoire, donc notamment de Saint-Quentin en Yvelines. Donc, et effectivement, la communauté d'agglomération, la ville est aussi ouverte à l'université, donc accueille ses enseignants, ses chercheurs dans ces différentes structures. Mais là, il y a également des projets donc, de recherche et de formation dans lesquels notre université est impliquée fortement, puisqu'elle est depuis le début de ce projet comme un acteur, un membre fondateur de ce qui est aujourd'hui encore la Fondation de coopération scientifique qui pilote le projet, mais qui devrait passer la main au 1er janvier 2014 à une nouvelle structure qui s'appellerait l'Université Paris-Saclay, donc qui a vocation à fédérer donc l'Université de Paris-Sud, l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, également donc des grandes écoles, de Polytechnique à HEC. On appelle un peu des pôles d'excellence, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc une vocation mondiale, hein, donc qui doit permettre de rendre le territoire et sa recherche visible au plus haut niveau mondial. Donc si on revient à la référence qu'on a pu avoir il y a quelque temps sur Shanghai, donc il doit assurer à cette université Paris-Saclay une très bonne place dans ce fameux classement de Shanghai. Et donc nous, là, on tient quelque part un avantage comparatif avec cette UFR des sciences de la santé, puisqu'on est les seuls sur le territoire de l'OIN ou de l'établissement public Paris-Saclay, on est les seuls à avoir ces compétences. Puisqu'on peut dire qu'il y a également de la médecine à Paris-Sud, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça crème la Bicêtre. Beaucoup plus loin, oui. Donc voilà, on est déjà aux portes de Paris. Mais cela étant, on a des projets, on a des projets de partenariat avec cette faculté de médecine. On en avait déjà avant le projet Saclay. Donc on est au début d'une histoire. Je crois qu'une université comme Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, c'est une université qui aime les défis, hein, donc qui est une université jeune, dynamique, donc et qui a fait plein de choses durant ces 21 premières années. Et je crois que là, c'est un nouveau défi qui s'offre à elle, un défi un peu complexe aussi. Hein. Compliqué, oui. Un peu compliqué, mais je crois que c'est quelque chose qui est stimulant. Très bien, bah, écoutez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter de réussir ce défi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et on va continuer de parler des liens justement entre l'université et le territoire avec le président de la CASCI, Robert Cadalbert. Robert Cadalbert, bonjour. Vous êtes le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Quelle a été la part de la CASCI dans la création de cette UFR des sciences de la santé ?
Elle a été la part déjà à mettre à disposition un terrain au cœur de la ville, près de la gare, ici, à côté de SkyWest. Et ça, c'était de vos volontés aussi, enfin une volonté commune? C'était une volonté commune des élus de l'agglomération, des élus de Saint-Quentin-en-Yvelines, de mettre la fac de médecine au cœur de l'agglomération, près de la gare. Donc don du terrain, ça c'est un premier point. Et puis il y a un certain nombre de financements. Financement par des subventions, à hauteur de 8 millions d'euros de financement pour la construction de l'UFR des sciences de la santé. Et maintenant même aussi un nombre de financements pour équiper certains laboratoires de matériel. Alors, en retour, quel est l'intérêt justement de l'agglomération à avoir cette UFR implantée ici? D'avoir une université dynamique au cœur de notre agglomération est fondamental pour l'avenir. C'est l'avenir de notre jeunesse, donc c'est l'avenir de notre territoire qui se joue là. Et en termes de retombées économiques, forcément, ils ne sont pas palpables tout de suite. Immédiatement. Mais il y a des tas d'entreprises qui s'installent déjà, parce qu'ils savent qu'il y a une UFR des sciences de la santé dans une université de Versailles-Saint-Quentin qui est dynamique, qui continue à former des jeunes et donc à créer de la richesse localement. Alors, l'une des spécificités de cette université, c'est d'avoir des laboratoires de recherche qui sont intégrés dans ces locaux. Ça aussi, c'est important pour le territoire. On ne peut pas dissocier recherche, enseignement supérieur et innovation. Même recherche fondamentale, recherche appliquée, tout ça est un tout. Et dans un équipement comme celui de l'UFR des sciences de la santé, d'avoir à la fois de la formation des jeunes de toutes les professions de santé et des laboratoires de recherche est très important parce que ça permet directement sur notre territoire de mener avec les acteurs du territoire des programmes de recherche. Et avec la population aussi. Enfin, bien sûr. On espère bien que dans nos maisons de santé qu'on va avoir, il y a à la fois une question de formation avec des stages des médecins et toutes les professions de santé, mais aussi des programmes de recherche entre les professionnels de santé et l'UFR de sciences de la santé. Alors, puisque vous parlez de maison de la santé, vous avez vous-même signé un contrat, ce qu'on appelle un contrat de santé, qui va aboutir à la création d'une maison universitaire de santé. Là aussi, il y a une application du territoire qui est très forte, et de la population. Bien sûr, c'est la volonté de l'Agence régionale santé, l'ARS, de mener des contrats locaux de santé. Et Saint-Quentin-en-Yvelines ont été les premiers. Alors, ce n'est pas pour le plaisir d'être les premiers, mais parce que notre territoire, déjà avec la création de l'Institut de promotion de la santé à Trappes, avec la création de Girondicap, qui s'occupe particulièrement du problème du vieillissement de la population, on était prêt à signer ce contrat local de santé qui permet à la fois d'abord d'assurer l'accession aux soins pour tous dans de bonnes conditions, mais aussi de préparer un peu l'avenir sur ces problématiques de perte d'autonomie des gens pour qu'ils puissent rester le plus longtemps possible à domicile. Oui, c'est ça. Il y a une focalisation, en effet, sur le problème de la santé des personnes âgées. Il y aura beaucoup de recherches. C'est notre problème à tous, et on est tous concernés par le vieillissement. Et c'est vrai que la population de Saint-Quentin, qui est encore une population jeune, on se prépare, parce que dans 10-20 ans, on le voit bien même avec le départ en retraite des professions de santé, beaucoup de médecins vont partir en retraite dans les 10 ans qui viennent. Donc il faut s'y atteler. Même si on n'est pas bien sûr un désert médical, il faut s'atteler à ces questions-là. Il y a en effet un certain nombre de médecins qui vont quitter leur métier dans les années qui viennent. Est-ce que vous diriez que c'est au fond, si on ne demande pas de faire le bilan de votre mandat, mais enfin, dans l'exercice de votre mandat, est-ce que c'est une des choses, cette création de l'UFR, de sciences de la santé, dont vous serez fier? Fier, non, mais en tous les cas, on a l'impression que l'argent public, parce que je dis c'est de l'argent public, donc les impôts des contribuables, mais pas seulement des entreprises, puisque maintenant c'est les ménages qui financent aussi la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est de l'argent public qui est très bien utilisé pour notre avenir, l'avenir de notre jeunesse, et sur des thématiques évidentes que celui de la santé, je pense qu'effectivement, on n'a aucun doute pour savoir que c'est de l'argent public qui est très bien dépensé. Merci beaucoup, Robert Cadalbert. Merci. Voilà, ce numéro est terminé. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce bâtiment magnifique, sur évidemment tout ce qui s'y passe en matière de médecine, en matière de sciences de la santé. Et nous, à très bientôt pour un nouveau moteur de recherche.